Eh bien, nous allons retrouver sans plus tarder Pierre Jovanovic, grand reporter, journaliste et écrivain français, qui va nous parler bien sûr de la situation que l'on a vécue pendant plusieurs semaines, le confinement, le déconfinement, et puis peut-être aussi sa perspective de vision, parce que en plus Pierre est très visionnaire, hein, il voit toujours, il promet, il prédit ce qui va se passer dans le monde économique, et je pense qu'il va nous en parler. Donc bonjour et bienvenue Pierre Jovanovic. Bonjour Janine, merci à vous, c'est gentil. Alors c'est avec plaisir que l'on se retrouve parce qu'on se connaît maintenant depuis de nombreuses années et surtout pour parler de cette période bien particulière que l'on a vécue avec la pandémie, le coronavirus, le Covid-19, le confinement, le déconfinement, la crise sociale et économique qui commence un peu à pointer. Donc beaucoup de choses à dire Pierre. Alors comment en tant que visionnaire et puis surtout un grand journaliste, comment tu as pu constater cette période bien difficile? Écoutez, ce qui est de triste dans cette affaire, si vous voulez, c'est que cela a été parfaitement organisé. Cela a été organisé pour d'abord masquer la faillite des banques européennes. J'en parle depuis des années, et là Oui. c'était devenu, depuis le mois de septembre 2019, c'était devenu extrêmement grave. La Fed et la Banque Centrale Européenne balançaient quasiment 100 milliards de fausses monnaies par jour juste pour sauver les banques, Wall Street, etc. Et à un moment donné, si vous voulez, ils voyaient arriver une catastrophe bancaire colossale. Donc ils ont décidé, si vous voulez, d'appuyer sur un gros bouton parce que c'était soit ils se faisaient massacrer, enfin, je parle des banquiers et de tous les gouvernements, ils se faisaient massacrer par le peuple à cause de la faillite bancaire, donc soit ils appuyaient sur un bouton et ils mettaient ça, si vous voulez, sur le dos du virus. Alors pour la perspective historique, je vous rappelle que lorsque Wall Street a explosé la toute première fois en 2008, septembre 2008, 6 mois plus tard, grosso modo, quand toutes les banques étaient déjà en train de vaciller, elles étaient toutes en train de chercher des milliards pour chacune pour sauver leur peau. Il y a des banques qui rachetaient elles se rachetaient les unes les autres, etc. C'est une situation extraordinairement critique et gravissime. Eh bien déjà là, ils avaient prévu, si vous voulez, de noyer cette affaire sous une pandémie, puisque rappelez-vous, l'OMS avait déclaré une pandémie mondiale avec l'histoire du SARS. Hein, on Oui. nous avait obligés à acheter des masques, du gel et patati patata. Et là, si vous voulez, comme les banques étaient sur le point de tomber, ils ont appuyé sur un bouton, si vous voulez, de façon à stopper la chose. Vous savez, un peu comme une situation qui vous échappe, et donc vous appuyez sur le bouton pause. Hein, c'est l'idée. On, Voilà. on Et donc, reviendra. tout ce que je peux vous dire, si vous voulez, c'est que j'ai fait cette chronique sur le site quotidien.com. Vous avez la chronique depuis le début, si vous voulez, de cette histoire de virus. Et je peux vous assurer une chose, c'est que ça a été parfaitement organisé, puisque le 18 octobre 2019, il y a une répétition générale aux États-Unis d'une pandémie globalisée où on interdisait aux gens de sortir de chez eux, on leur interdisait de prendre l'avion, on arrêtait toute l'économie mondiale, ce qui n'a jamais été observé depuis que le monde existe, hein, techniquement. Je pense que même lorsque la guerre a été déclarée, que ce soit la Première Guerre mondiale ou même la Deuxième, au bout je pense notamment à l'arrivée des Allemands en France en 40, l'économie s'est peut-être arrêtée pendant 10 jours, 15 jours maximum, un mois, mais après ça a repris normalement. Vous voyez, il n'y a pas eu d'arrêt global de l'économie. Ça, c'est une première mondiale, c'est du jamais vu. Hein, c'est du jamais vu. Où vous avez des politiques qui appuient sur un bouton pour comment dire, pour arrêter toute l'économie, pour enfermer les gens chez eux. Et c'est ce que j'ai dit dans la vidéo sur Planète 360. Oui. J'ai une preuve absolue. La preuve absolue, cette preuve, tous vos auditeurs l'ont vue, elle est extrêmement simple. On nous a dit à partir du, je sais plus, 12-13 mars, c'est la panique, il y a un virus qui circule, il faut enfermer tout le monde. Donc on nous a tous mis en prison. On a mis 60 millions de Français en prison avec autorisation de sortie une fois par jour, voilà. Et en même temps, Oui.
Avec des contraintes aussi, oui. Les gens qui étaient en prison, parce que là, dans le genre confiné, il n'y a pas mieux, hein. Ils étaient déjà confinés, hein, par définition. Eh bien, que fait le ministère de la Justice? Vite, il faut les sortir, il faut les libérer. Vous voyez, ça colle pas. Alors, il y a plein de choses qui ne collent pas dans cette affaire. D'abord, l'histoire des masques. Un coup, il faut mettre le masque, un coup, il faut pas le mettre, un coup, il faut le remettre, et ainsi de suite. Et surtout, vous avez une personne qui a fait dérailler leur plan, mais qui a montré aux Français, au monde entier, que tout ceci est une arnaque monstrueuse. C'est le professeur Didier Raoult, hein, parce que il a montré qu'en fait, derrière tout ça, il y a un plan unique pour enrichir un laboratoire, un seul, qui s'appelle Gilead, et qui bien entendu va vendre son vaccin entre, je sais pas, 200 €, 300 €, peu importe. Alors que la chloroquine du docteur que préconise Raoult, et que tous les médecins du monde préconisaient depuis 70 ans, la chloroquine, elle coûte quelques centimes. Vous voyez. Et donc Madame Agnès Buzyn, traître parmi les traîtres au peuple français, décide comme par hasard, juste au mois de janvier, de classer la chloroquine en tant que substance vénéneuse. C'est un crime. Madame Buzyn est une criminelle. Tout le gouvernement Macron, ce sont des criminels. Ce que je peux vous dire aussi, parce que je le sais par des médecins et notamment beaucoup de personnel qui travaille dans le funéraire, c'est qu'en fait il y a beaucoup de malades, des gens qui sont morts, si vous voulez, de morts, on va dire, ils sont pas morts vraiment du Covid, si vous voulez, ils étaient déjà bien atteints par avec d'autres pathologies, ouais, avec d'autres maladies. Le Covid, ça a été la goutte, on va dire, qui a fait déborder le vase, et ils sont morts. Donc quand on vous dit qu'il y a eu 30 000 morts, en fait, techniquement, il y en a eu peut-être 10 000. C'est-à-dire moins que la grippe en 2018, 2017 ou avant, peu importe. Voilà. Rappelez-vous, vous savez, quand il y a eu cette vague de chaleur, le gouvernement n'a pas dit aux personnes âgées, restez chez vous, ne sortez pas, restez à l'ombre. À l'époque de la canicule de 2003. Exactement. Voilà. Exactement. Vous vous souvenez de ça? Ah oui, bien voilà. sûr. Vous avez, c'est encore une autre preuve. Vous en avez plein. Hein, moi, j'invite vos lecteurs à consulter toute la chronologie parce qu'il y a à peu près 3 mois d'articles. C'est l'onglet reportage sur quotidien.com. Hein, voilà, ils vont sur reportage et après ils verront tous les sujets qui ont été abordés. C'est celui qui arrive en premier. Donc voilà, et n'oubliez pas que le laboratoire de Wuhan a été construit par les Français et en fait aujourd'hui d'après les notes des services secrets, ça serait dû effectivement à un virologue français qui a fait sortir le virus. Voilà. Le virus a été construit intégralement à la mano. Hein, c'est pas du tout un virus naturel, que contrairement à ce qu'ils nous ont dit en disant oui ça vient du pangolin ou je sais pas quoi, la chauve-souris, etc. C'est entièrement faux, ça a été fabriqué. Le professeur Montagnier, qui s'y connaît en virus, hein, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le type est prix Nobel quand même. Hein, il a découvert tout ce qui pouvait, tout ce qui concernait le SIDA. Le VIH. Voilà, il n'est pas le seul. Hein, il est pas le seul des grands virologues, des grands spécialistes des virus à dire ça a été fabriqué entièrement à la main. Et je vous résume un petit peu ce qu'il a dit. Je suis pas spécialiste mais techniquement il dit qu'un virus naturel a 8 pattes, on va dire ça comme ça. Oui. Et qu'un virus artificiel, donc fabriqué en laboratoire, comme le laboratoire P4 de Wuhan ou ailleurs, celui-ci ne peut en avoir que 4. Voilà. On peut pas encore, ils ne savent pas encore leur faire sortir les 8 pattes. Je vous fais ça vraiment résumé à la serpe. Alors, souvent... Voilà, donc ça a été créé, si vous voulez, de toutes pièces. Ça a été organisé de toutes pièces, littéralement, et les seuls, si vous voulez, qui sont gagnants dans tout ça, ce sont les Américains, qui d'une part, si vous voulez, première chose, ils ont réussi à faire passer les Chinois pour des criminels aux yeux du reste du monde. Ensuite, ils ont réussi par cela même à criminaliser
pénalisé, si vous voulez, le fabricant de télécommunications chinois Huawei, qui a 2 ans d'avance en termes de 5G sur les compagnies américaines, dont Apple. Ils sont infoutus de rattraper le retard sur Huawei. Et donc tout ce qui emmerde les Américains, eh bien, ils sont radicaux. Rappelez-vous, le Concorde. Le Concorde était une prouesse technologique. Ça a effacé d'un seul coup le Boeing et leur 747. Vous pouviez Washington, San Francisco ou New York, Los Angeles, vous le faisiez en 3 heures. Qu'ont fait le deep state américain des Boeing, McDonnell Douglas et compagnie. Ils ont fait voter, ils ont donné des millions aux sénateurs, députés. Ils ont voté une loi en disant il faut interdire le Concorde, sinon on perd tout le marché. Et donc ils ont fait voter une loi en disant le seul truc qu'ils ont trouvé, c'est que le Concorde faisait trop de bruit. Voilà. Et du jour au lendemain, le Concorde était mort. Voilà, il n'avait plus de marché de disponible aux États-Unis, qui était son marché principal. Voilà, ils ont fait la même chose là avec la 5G, tant et si bien que les Américains ont même fait chanter l'Angleterre, il y a pas très longtemps, en disant si vous n'arrêtez pas d'acheter du matériel 5G à Huawei, nous, on enlève notre base militaire, on enlève l'escadron de F-35 ou je sais pas, vous le retrouverez également dans ma revue de presse. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, la seule personne à qui ça profite, c'est le deep state américain. Et en plus, si vous voulez, ils font d'une pierre 5 coups, c'est-à-dire ils vont supprimer de l'argent liquide. Parce que rappelez-vous, le Figaro, Libération, Parisien, etc. vous ont dit les billets de banque transportent le virus. Donc il faut pas toucher aux billets, il faut éviter d'utiliser le liquide. Oui, utiliser ils ont les vraiment cartes. pris les Français pour des imbéciles parce que quand vous achetez un truc, quand vous achetez un truc avec votre carte bleue, que vous êtes obligé de faire le code, excusez-moi, mais au supermarché, quand il y a eu 3000 personnes avant vous qui sont passées à faire leur code sur la machine, dans le genre rempli de bactéries et de virus, je ne sais pas ce qu'il leur faut. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Tout ça a été fabriqué intégralement. Donc je vous dis, ils ont fait d'une pierre 5 coups, et surtout leur but ultime, c'est d'empêcher Trump d'être réélu au mois de novembre. Voilà. Donc ils ont décidé, si vous voulez, ils ont renversé la table. Voilà. Ils ont dit, ils n'ont pas pu gagner normalement, donc ils ont triché. C'est comme au poker. Donc ils ont pris le drap. La nappe, pardon, ils ont la nappe qui recouvre la table, ils l'ont tiré brutalement et tout est parti à volo. Voilà. Ils ont immobilisé le monde pendant 3 mois. C'est incroyable. Pierre... Il y aura 1 million de chômeurs, c'est la Banque de France qui le dit, il y aura 1 million de chômeurs de plus à la rentrée. En septembre, ouais. Voilà. 450 000 entreprises, commerces, petits commerces, restaurants, cafés, fleuristes, blanchisseurs, pressing, auto-école, et que sais-je, iront au tapis. Voilà. Alors Pierre, justement, en tant que journaliste spécialiste économique, as-tu aussi quelque chose, un portefeuille anti-crise, justement pour la suite de ce confinement, ce déconfinement, et puis arriver avec cette crise sociale et économique? Est-ce que... Alors, la première chose, si vous voulez, c'est que en ce qui concerne le virus, il y a plusieurs études qui sont sorties là récemment, dont un du ministère de la Santé suisse, qui dit que en fait, pour que vous mouriez du coronavirus, vous avez sur 100, en fait vous avez 0,5% de chance sur 100 de mourir si vous attrapez le Covid-19. Voilà. En revanche, si vous avez effectivement plus de 70 ans et que vous êtes pas en très bonne santé, que vous avez déjà un début de cancer ou Dieu seul sait quoi, effectivement ça va pas vous aider tout simplement. Mais réfléchissez une seconde. Est-ce que vous réalisez sur le nombre de gens, si vous voulez, qui sont morts à cause de ça, et c'est autant, si vous voulez, de pensions, de retraite à payer. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Attendez, c'est quand même incroyable. En plus, regardez comment l'État français a menti aux citoyens. Je veux dire, Sibeth Ndiaye a menti aux gens. Cette femme, c'est une. Moi, je l'ai surnommée Sibeth Ndébile Ntaré. Mais moi qui suis ministre, je ne sais pas mettre un masque. Tout le monde l'a vu à la télé. Je veux dire, mais comment peut-on être aussi débile? Enfin bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que on vous a dit, allez, sortez, il faut sortir, il faut pas avoir peur. Macron est allé au théâtre. Ensuite, on vous a dit, non, du coup, il faut plus sortir. Et ensuite, comme l'a révélé Mediapart, pour être sûr que le virus se répande partout, ils ont détruit 150 millions de masques
qui étaient soi-disant arrivés à expiration. Moi, je peux vous dire, on a retrouvé, nous, des masques qu'on avait achetés pour le SARS, donc à l'époque, en 2009. Je peux vous dire qu'ils sont en parfait état de fonctionnement. Hein. Ils sont pas moisis. Bah non. Non, il n'y a pas de moisissure. Mais non, mais ça, c'est les trucs bidons. Alors, effectivement, si vous le mettez sur votre balcon ou dans un endroit où vous avez constamment de l'humidité, c'est sûr que ça va moisir. Et si vous mettez vos vêtements également, vos vêtements, votre costume va également moisir, hein, si vous le mettez dans un truc qui est pas sec. Quand même. Vous voyez, même là, ils nous ont pris pour des imbéciles, en disant oui, ils ont moisi. Bah, c'est sûr que si tu le mets au bord d'une piscine, c'est sûr que ça va moisir. Hein. Non, mais vous voyez à quel point ils nous ont menti. Tout ça, si vous voulez, correspond à quelque chose de très très précis. Si vous voulez criminaliser les Chinois et empêcher Donald Trump d'être réélu, et surtout de mettre, d'exploser, si vous voulez, les banques européennes, qui, une fois à terre, seront rachetées, reprises sous contrôle intégralement par les banques américaines, genre Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, Citibank, et ainsi de suite. Voilà leur plan. Hein, mais et surtout, la population ne pourra pas se retourner ni contre leurs politiques, ni contre leurs élus, hein, et encore moins faire la chasse aux banquiers. Est-ce que l'on va retrouver... Contrairement, si vous voulez, parce que ce que vous voyez là au Liban, hein, je ne sais pas si vous avez vu mon reportage au Liban au mois de janvier. Oui. Hein, il y avait 400 journalistes internationaux qui étaient là en même temps que moi pour Carlos Ghosn. Hein, et c'est ce que j'ai dit dans plusieurs interviews. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de regarder juste sur le trottoir d'en face où il y avait des agences bancaires, où les gens se battaient à coups de poing dans les agences bancaires. Hein, ils ont boxé leur conseiller, leur chargé de compte. Et bien aujourd'hui, au Liban, si vous voulez, les Libanais sont en train de mettre le feu. Et je peux vous dire qu'en France, ça va arriver très prochainement maintenant. C'est très très rapide. On est à 120% officiellement d'endettement. Quand vous et moi, on a commencé à parler, c'était il y a à peu près 6 ans, 5-6 ans, je pense. À l'époque, la France n'était pas endettée à 120, on était à, 70 ou 80. Et maintenant, vous avez des taux négatifs. Voilà. Donc voilà, vous voyez tout cet ensemble. Donc ils ont dit bon, on arrête tout et puis on va foutre Trump dans la merde et le reste du monde avec. Et puis et eux, pendant que nous on était confinés, je peux vous dire qu'ils ont dû se taper des crises de rigolade, mais absolument extraordinaires. Je peux vous dire qu'un gouvernement aussi stupide qui nous dise à la limite, ok, ce virus est dangereux, restez chez vous, à Paris, à Lyon. À Marseille, toutes les villes où il y a des bâtiments de machin. Mais en pleine campagne, vous savez, les gens qui sont en campagne, même eux, ils n'avaient pas le droit de sortir. Vous avez les pandores qui leur mettaient des PV. Quand ils sortaient de leur jardin pour aller dans les champs. Oui. Voilà, c'est ça. Non mais attendez, c'est une vaste fumisterie. Bah, franchement, si vous... Alors, je sais que c'est très dur à entendre tout ce que je dis pour quelqu'un qui n'est pas... qui entend ça pour la première fois. Je veux dire, allez sur quotidien.com, onglet reportage. Voilà, vous avez toutes les sources, vous pouvez tout vérifier. Voilà, vous avez toutes les sources, elles sont ouvertes. Alors Pierre, justement, dans ses propos un peu de suite et puis des propos anti-crise financière, oui, crise financière et sociale, on va laisser passer les mois de juillet, août, effectivement, on va un peu oublier comme ça de revivre un petit peu le tourisme, les restaurants et autres. Justement, peut-être un mot quand même. Non. Un mot. Oui, regardez. Juillet, août. On y est prochainement. Attendez. Ce qui se passe aujourd'hui à Londres, par exemple, ou en Allemagne où ils ont déconfiné avant nous, les gens maintenant sont tellement terrorisés avec cette histoire de Covid qu'ils n'osent pas sortir. C'est-à-dire que même les restaurants qui ont assez de place pour accueillir tout le monde avec suffisamment d'espace entre les tables, bien figurez-vous qu'ils feront 50% de leur chiffre d'affaires habituel. Voilà. Donc c'est ce qui va amener aussi des licenciements dans ce secteur d'activité. Ouais. C'est la raison pour laquelle la Banque de France vous dit 1 million de chômeurs en plus à partir de septembre, octobre, novembre. Alors Pierre, on je te tutoie effectivement depuis de nombreuses années, mais souvent on dit que tu es visionnaire ou démago. Mais visionnaire, je pense. Parce que tu prédis toujours des choses et on constate avec le temps...
j'annonce des choses et elles arrivent. Voilà. Elles arrivent 6 mois, 3 mois après. Visionnaire, et le constat fait que... Elles arrivent. Ouais, ça arrive. Vous savez, les gens qui disent ça, en fait, ils ne veulent pas, voir la réalité. Rappelez-vous, nous, on en a parlé ensemble, je m'en souviens très bien. J'avais même pris à témoin vos auditeurs en disant, regardez le nombre de boutiques vides en centre-ville. Oui. Regardez, je vous ai dit, c'est un signe d'une crise encore plus grande qui va arriver. Parce que je veux dire, quand vous avez 1000 personnes qui sont licenciées, ces 1000 personnes entraînent mécaniquement 1000 autres, qui entraînent 1000 autres, qui entraînent 1000 autres, et ainsi de suite. Voilà. Et là, on est arrivé au mois de novembre 2019, je vous rappelle, les Allemands ont licencié 150 000 personnes d'un seul coup, rien que dans le secteur automobile. BMW, Mercedes, Audi, etc. Attendez, c'est énorme quand même. Volkswagen, oui, VW, oui. Oui, Volkswagen, et tous les autres, hein. Il n'y a pas que Volkswagen. Vous savez, c'est le fondateur de Intel, les microprocesseurs. Oui. Oui, voilà. Andy Grove, qui est un ingénieur brillantissime d'origine hongroise, hein, il a dit, donc à la tête d'Intel, il a dit seuls les paranoïaques survivent. Alors moi j'aurais tendance à dire ils survivent plus longtemps, voilà, on va dire ça comme ça. Alors je suis pas paranoïaque, hein, moi je suis journaliste, donc j'observe les news, et contrairement, si vous voulez, à la presse générale maintenant, qui est devenue une pure mensonge absolu, de news uniquement à la gloire de l'État. Hein. Je vous rappelle que tous ces journaux reçoivent des millions, hein, pour dire du plus grand bien du gouvernement français. Il aide à la presse. Figaro, Le Point, Le Nouvel Observateur, même Télé 7 jours, figurez-vous, et reçoit, je sais plus combien, 300 000 euros ou 400 000 euros de l'État français. Pourtant, franchement, Télé 7 jours, je vois pas en quoi ils doivent être subventionnés. Mais bon, passons. Alors justement, on est dans un monde aussi, tu parlais d'informations, de nouvelles et de fausses nouvelles, et les auditeurs, les téléspectateurs sont envahis de ces fausses nouvelles et parfois tombent dans le panneau. Ouais. Bon, écoutez, attendez, il faut arrêter de dire, non mais attendez, faut arrêter de prendre les Français pour des mômes. Attendez, ils sont assez grands, si vous voulez, pour vérifier aujourd'hui sur Internet, une information, vous la vérifiez avec 2 clics. C'est extrêmement simple. C'est quand même pas difficile. Mais est-ce que le français lambda a la formation de vérifier en 2 clics? Non mais attendez, le français, non mais oui. Là vous touchez, mais là vous touchez quelque chose de très intéressant. Et ça, je peux vous dire qu'en tant que journaliste, si vous voulez, c'est quelque chose que j'ai vu vraiment sur le terrain. Moi, j'ai commencé, si vous voulez, il y a 40 ans, hein, en tant que jeune journaliste. Donc à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Mais il y a une chose que j'avais apprise, si vous voulez. Vous avez 2 types de personnes. Il y a la personne, si vous voulez, qui n'en a rien à faire des autres. Elle s'en fout complètement des autres. Elle se fout totalement du reste du monde. Le reste du monde peut crever tant que cette personne-là a son petit salaire et que son frigidaire est plein. D'accord ? Donc, et vous avez l'autre personne qui, elle, au contraire, s'intéresse au monde autour de lui, aime ses proches et ses semblables, et veut absolument être informé. Et celui-là, donc, lui, il a acheté des journaux papier, hein, il a acheté le Canard enchaîné, il a acheté le Figaro, le Libération tous les matins. Vous voyez ? L'autre n'achetait jamais rien. Aujourd'hui, vous avez exactement la même chose. Vous avez des gens qui ne veulent absolument pas être informés, alors qu'ils peuvent être informés. Donc après, excusez-moi, se servir de Google, c'est quand même pas très compliqué. Hein. Aujourd'hui, est-ce que les réseaux sociaux comptent réellement dans l'information ? Oui, mais bien sûr qu'ils comptent, évidemment qu'ils comptent. Ils comptent même beaucoup plus. Aujourd'hui, si vous voulez, un journal comme Libération n'a plus aucun effet. Le seul effet, si vous voulez, qu'il a, c'est sur les autres journalistes, c'est sur les journalistes de BFM, c'est tout. Mais ces journaux, si vous voulez, s'ils n'avaient pas leur subvention de 10 millions ou 15 millions d'euros de l'État, mais ils seraient morts depuis longtemps. Puis ça vous surprend pas, si vous voulez, que le journal Le Monde ait reçu 2 millions de Bill Gates, hein, pour dire le plus grand bien de son vaccin, l'année dernière. Oui, c'est surprenant. Vous trouvez ça normal ? Vous savez combien ils ont pris, Le Monde ? 4 millions, en l'espace de 4 ans. 3 ans. Surprenant, et c'est une information. Vous trouvez ça normal ? Non, absolument pas. Voilà, et pourtant Madame Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndébile, hein, c'est quand même, ça lui va mieux. C'est un peu dur, c'est un peu dur. Elle a voulu imposer, si vous voulez, une directive du gouvernement en disant les seuls journaux que vous pouvez lire,
c'est Le Figaro, Libération et l'Express. Voilà. Je résume. Ce qui avait effectivement révolté le monde de la presse, parce que c'est de la dictature. C'est la Pravda russe. Vous voyez? Oui. En Union soviétique, vous aviez la Pravda et les Izvestia. La vérité et les, je sais pas, le Izvestia, c'est les nouvelles, je crois. Dans la Pravda, vous n'avez pas de nouvelles, et dans les nouvelles, vous n'aviez pas de vérité. C'est ce que disaient les Russes. Voilà, c'est ce que veut Madame Sibeth Ndiaye, porte-parole de Monsieur Macron. Voilà. Alors Pierre, avant de se quitter, mais surtout là, il y a eu un exposé comme journaliste économique, comme spécialiste, et puis on ressent effectivement toute l'expérience que tu as pu vivre dans les grands quotidiens où tu es passé. Je crois le Matin de Paris. Oui, moi je suis passé par le Matin, enfin le groupe RDL, donc le Matin de Paris, le Nouvel Observateur. Donc c'est pas le journal gratuit du coin. Non. C'est pas le Paris Boom Boom, c'est pas le journal gratuit d'annonce. Et même dans les informations technologiques, on parlait de nouvelles technologies tout à l'heure par rapport à une future opération que je dois subir, mais tu as travaillé aussi en tant que journaliste spécialiste, je crois, à France Câble et Radio. Moi j'étais rédacteur en chef de France Câble et Radio. Ah oui, d'accord. J'étais rédacteur en chef de Missive. C'était Missive, c'était Internet avant Internet. Ça s'appelait X400. Moi à la base, je suis journaliste informatique. Je veux dire spécialisé dans tout ce qui est ordinateur. Voilà. Donc j'interviewais des gens, si vous voulez, quand je dis ça, vous savez, des fois les gens ne me croient pas. Quand je leur disais j'interviewais Bill Gates alors que personne ne le connaissait, les gens sont scotchés, quoi. C'est très amusant. Mais pourtant, je peux vous dire qu'à l'époque, c'était un truc de geek. Ça n'intéressait que des geeks. Une dernière petite question aussi, Pierre. Tu es responsable aussi d'une société d'édition qui s'appelle le Jardin des Livres. Peut-être. Je suis directeur littéraire plutôt. Directeur littéraire. Directeur littéraire. Avec de nombreux ouvrages qui paraissent régulièrement. Peut-être nous dire un mot sur ces ouvrages. Justement, que ce soit médecin et autres, et puis toi-même aussi. Toi-même, tu étais écrivain, non seulement journaliste spécialiste, mais écrivain, oui. Écoutez, moi j'ai publié plusieurs livres. D'ailleurs, vous savez, avec ce qui se passe en ce moment, vous savez, on est vraiment dans le livre 777, on en a parlé ensemble. 777, c'est l'apocalypse de Jean. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul livre au monde. Je veux dire qu'il a décrit, si vous voulez, un arrêt total du commerce. C'est dans l'apocalypse de Jean. Donc on est en plein dedans. Rappelez-vous, je vous avais dit, je vous avais dit si mon interprétation était la bonne, Benoît XVI se fera éjecter du Vatican. Je l'avais dit chez vous, je l'avais dit sur Radio ici maintenant, et Benoît XVI s'est fait éjecter effectivement du Vatican 1 an plus tard. Voilà. Donc effectivement, alors on peut me coller le titre de démago, mais en fait ça les emmerde parce que les gens sont incapables d'accepter, si vous voulez, enfin du moins ceux qui ne croient pas, si vous voulez, peut-être à une autre dimension, vous savez, à la force de la prière ou peu importe, à l'intuition, au sixième sens, ce que vous voulez, peu importe les mots que vous mettez dessus, pour eux, oui, je suis peut-être un démago, quoi que je... C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, visionnaire ou démago. Oui. Je me sens pas démagogique, parce que démagogique, si vous voulez, ce sont des gens qui refusent le progrès. Alors moi, au contraire, si vous voulez, je suis un journaliste informatique et sciences et technologies. Donc, j'ai passé ma vie, si vous voulez, à écrire des articles sur le futur de l'informatique, par exemple, ou des télécoms. Donc, en tant que directeur littéraire du Jardin des Livres, beaucoup d'ouvrages et des ouvrages à recommander, ils sont tous à lire, ils sont tous à découvrir. Écoutez, là, on a eu plusieurs livres, notamment du docteur Lamotte. Que nous l'aurons en interview la semaine prochaine, le docteur Lamotte. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Écoutez, franchement, moi j'ai adoré le premier livre de Si la maladie n'était pas un hasard du docteur Lamotte. D'ailleurs, c'est un best-seller depuis 10 ans. Oui. C'est parce que les gens, effectivement, se retrouvent. C'est-à-dire que les maladies qu'on, dans 90% des cas, si vous voulez, les maladies qu'on a, en fait, on les crée. Alors, comment dire? Alors, ça ne fonctionne pas à partir de, on va dire, 70 ans, parce qu'à partir de 70 ans, si vous voulez, c'est le corps qui commence à lâcher un petit peu. C'est comme une vieille voiture, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, l'expression française à s'en rendre malade est d'une intelligence absolument remarquable.
dans 90% des cas, les gens se rendent malades par des choses qu'ils n'ont pas dites ou ils n'ont pas avouées. Donc c'est un ouvrage, enfin des ouvrages du docteur Ben, Lamotte à lire. Ouais. si vous allez interviewer le docteur Lamotte, là, vous allez voir, enfin, là, il en parle 10 fois mieux que moi. Oui, nous l'avons déjà interviewé pour le premier ouvrage dont tu viens de faire référence, Pierre. Ouais, ouais, ouais. Et c'est un médecin ou un professeur qui est très intéressant, effectivement, pour la communication envers les auditeurs, envers le Neurologue, public. oui, absolument. Neurologue. De formation. Ouais, ouais. Encore un dernier petit mot parce que dans la collection des ouvrages du Jardin des Livres, il y a aussi un ouvrage qui a été traduit, je ne sais pas en combien de langues, c'est ton ouvrage sur les anges gardiens. Oui, écoutez, là, ça c'est quelque chose c'est quelque chose qui me, comment dire, qui m'a familier. Je veux dire, les Français m'ont découvert effectivement avec ce livre et depuis, si vous voulez, il y a effectivement, vous savez, moi, tous les lundis matins, il y a 800 000 personnes, si vous voulez, qui sont sur quotidien.com pour la revue de presse du lundi. Et parmi ces 800 000, si vous voulez, il y en a beaucoup, il y en a au moins 100 000, si vous voulez, qui me suivent toujours depuis que j'ai publié mon tout premier livre, qui est effectivement cette enquête, vous savez, sur les expériences aux frontières de la mort et sur ce qu'on appelle les anges gardiens dans les rencontres qu'on fait dans le tunnel, le fameux tunnel. Donc, et ce livre est toujours aussi populaire. C'est tout à fait extraordinaire. J'en suis très fier d'ailleurs. Bien, félicitations pour cet ouvrage, effectivement, que l'on peut découvrir sur la planète entière. Là, c'est une pandémie de l'ouvrage, là. C'est ça. Pierre, la dernière petite question traditionnelle, si tu avais un souhait, des souhaits exprimés, puis en tant que visionnaire, quel serait ce souhait ou ces souhaits sur la crise sociale et économique? On en a parlé dans l'interview, mais est-ce que tu as encore des choses à ajouter, à compléter? Oui, parce que comment dire, la crise sociale engendrée, si vous voulez, par la crise économique, va affecter 1 million de personnes. Je pense que parmi nos auditeurs, malheureusement, un certain nombre va être affecté. Donc, je leur conseille vivement, effectivement, de discuter sérieusement avec leur ange gardien. Simplement parce que les temps qui vont arriver vont être encore plus durs qu'avant. La bataille pour un emploi, si vous voulez, pour un poste disponible, vous aurez 400 ou 500 personnes qui vont se présenter. Je pense même qu'à un moment donné, ça peut dégénérer, si vous voulez, en révolte, etc. D'ailleurs, moi je vous signale que ce qui se passe en ce moment, vous savez, avec les révoltes pseudo-racistes, là, etc., Oui. où on accuse les Français à tort d'être racistes, ce que je trouve absolument scandaleux. En fait, si vous voulez, c'est monté de toutes pièces avec l'appui de BFM et du gouvernement. Parce que il faut surtout que ce soit ces racialistes-là, c'est-à-dire les Black Lives Matters, etc., qui est une importation américaine qui n'a rien à faire chez nous. Eh bien, en fait, c'est pour empêcher les gilets jaunes d'occuper le terrain, tout simplement. Ça s'appelle de l'ingénierie sociale. Ça s'appelle de la manipulation sociale, exactement. Je sais, en tant que journaliste, je l'ai vu à l'œuvre. Hein. J'ai vu la naissance de Touche pas mon pote. Hein. Oui, oui. J'allais terminer justement. Pour l'intérêt de vos auditeurs, je vais vous expliquer exactement comment touche pas à mon pote est venu. Je m'en souviens très bien parce que j'étais à l'époque dans le groupe Le Matin de Paris Nouvel Observateur. Mitterrand a été élu, hein, comme vous vous souvenez, il avait augmenté les retraites, il avait augmenté les salaires, blabla, etc. 6 mois plus tard ou 8 mois plus tard, la France était en faillite. Il était question, si vous voulez, d'évaluer le franc, hein, etc. Et au bout de 8 mois, il n'y a eu plus d'argent du tout dans les caisses. Mitterrand a demandé à Jacques Attali d'aller voir les Saoudiens. Donc il est parti voir les Saoudiens à qui il a demandé un chèque pour finir le mois. D'accord ? Les Saoudiens lui ont dit OK à une seule condition, à ce que l'islam se répande et qu'on protège les jeunes musulmans français. À l'époque, c'était vous savez, les premières générations d'enfants d'immigrés qui
avaient à l'époque, ils avaient 12, 13 ans, 14 ou 15 ans. Et donc, et c'est comme ça, si vous voulez, que ça a commencé. Je sais, parce que moi j'ai assisté à l'une des réunions qui était dans laquelle il y avait Claude Perdriel, il y avait Ruth, qui était la responsable de la promotion à l'époque du Nouvel Observateur. Ruth Elkrieff. Ils ont vendu le principe, vous savez, de la petite main jaune, etc. Il faut en parler, etc. Il faut que les Français ne soient pas racistes, alors qu'ils n'ont jamais été racistes. Jamais. Enfin, je veux dire, vous avez toujours des cas racistes, mais ça, c'est dans tous les pays du monde. Hein. Voilà. Et c'est comme ça, si vous voulez, c'est quand la France était en faillite que les Saoudiens en ont profité en disant, ok, on finit votre mois, mais on veut ça. Et c'est comme ça que l'islamisation de la France a commencé. Est-ce qu'on va retrouver aussi les planches à billets? Pardon? Est-ce que l'on va retrouver les planches à billets? Elles n'ont jamais cessé. Hein. Elles n'ont jamais cessé, depuis, elles continuent depuis 2009. Qu'est-ce que je dis 2009? 2008? Oui, oui. Depuis 2008. Et de plus en plus. Avant, quand ils faisaient 80 milliards par mois, ils se disaient, putain, là, franchement, on est allé loin. Hein. Là, on a ouf. Hein, on a quand même osé faire 80 milliards par mois. Hein, c'est ce que disait le patron de la BCE à l'époque. Hein, maintenant, c'est 80 milliards, c'est 100 milliards quasiment tous les jours. Eh bien, merci pour cette réponse, Pierre, et puis un grand merci pour nous avoir accordé un moment de disponibilité, de grande disponibilité pour nous parler de la situation que l'on vient de connaître et que l'on va encore connaître pendant un certain temps. Un grand merci, et puis on demeure à disposition aussi, bien sûr, où tu es directeur littéraire pour le Jardin des Livres, pour la promotion et faire lire les ouvrages effectivement qui sont accueillis au Jardin des Livres. Un grand merci, Pierre, et puis à bientôt pour la revue de presse et puis pour d'autres interviews. Merci beaucoup. Merci à vous, Jeannie. Je salue tous vos auditeurs et auditrices. Merci, Pierre. À bientôt. Au revoir.